Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour un nouveau forum. Ces chiffres, des chiffres qui peuvent faire froid dans le dos, surtout pour un pays peu habitué à de telles turbulences. 66 assassinats, 48 cambriolages, 45 braquages et 31 vols à main sur un seul trimestre. Le Togo fait donc face à une poussée d'insécurité. Où en est-on? Comment en est-on arrivé là? Comment se bat-on et surtout, que réserve l'avenir? Nous en parlons en toute sérénité avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Mon général, bonjour. Bonjour, monsieur Boko. Comment allez-vous? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Ça se sent d'ailleurs, hein, à travers votre accoutrement qui est bien spécial aujourd'hui. Merci. Donc, monsieur le ministre, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, votre pays a connu ces derniers mois une recrudescence des scènes de braquage. Qu'est-ce qui l'explique? Pourquoi subitement le pays a connu cette poussée d'insécurité? Merci beaucoup. Et je voudrais peut-être, avant d'aborder le sujet, remercier la chaîne qui nous donne l'opportunité de nous adresser à nos concitoyens sur les faits d'actualité. Et comme vous le dites, aujourd'hui, le constat, depuis quelques mois, que ce soit le mai ou un peu à l'intérieur du pays, on a enregistré un certain nombre de braquages. Comment expliquer ces braquages? C'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est pas en tout temps qu'on vit cette situation. Au mois de décembre 2018, il y a eu la libération d'un certain nombre de détenus, d'un certain nombre de prisonniers. Il y a eu au total plus de 300. Plus de 300. Et sur les 300, c'est vrai, ils n'ont pas été tous déférés pour les faits dont nous parlons, mais il y avait une bonne partie qui était condamnée pour soit vol à main armée, groupement de malfaiteurs, braquage, et ainsi de suite. Bon, ils ont été libérés parce qu'ils ont fini de purger leur peine. Bon, il y a certains à qui il restait 1 mois, 2 mois, et pour peut-être désengorger la prison civile de Lomé, ils ont aussi bénéficié de cette grâce. Donc, ils sont sortis. Et à la sortie, naturellement, certains se sont amendés. Ils ont trouvé que ce qui les a amenés en prison, ce n'était pas une bonne chose. Mais il y a une bonne partie qui n'a pas encore trouvé à faire. Ils sont replongés dans ces genres d'infractions qui, malheureusement, met en mal nos populations. Et le cri de détresse de nos populations est légitime. Sinon, on ne peut pas comprendre. Et je comprends aussi ce cri parce que ce n'est pas des situations habituelles, ce ne sont pas des situations, je peux dire, traditionnelles. C'est arrivé à un moment donné où les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme s'il n'y avait plus de forces de sécurité. Les forces sont là, elles essaient de faire leur travail comme cela se doit. La sortie massive, ça ajoute du travail à ce qu'on était en train de faire. Ça veut dire que, monsieur le ministre, vous avez fait des statistiques et vous avez remarqué, vous avez appréhendé un certain nombre de ceux qui font ces braquages. Bien sûr. Vous savez, nous essayons d'informer nos concitoyens de la situation sécuritaire tous les 6 mois. Non seulement sur la sécurité routière, mais sur les faits de criminalité. Donc la dernière fois, nous avons eu à inviter la presse, avec qui nous avons partagé les chiffres qui ne sont pas reluisants. Les chiffres 46 braquages aux 6 premiers mois au niveau sur notre territoire, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Mais je veux relativiser la situation. Parce que, comme je disais, nos concitoyens étaient habitués ou n'étaient pas habitués à ce genre de situation. Et c'était normal quand même qu'ils s'en plaignent. Je ne peux pas comparer avec ce qui se passe dans les autres pays, mais je crois que lorsque nous prenons la sous-région, nous sommes quand même un peu bien classés par rapport aux autres pays. Oui, mais ce que je voudrais savoir, parce que le bruit qui court, c'est que ceux qui commettent ces braquages ne sont pas identifiés, ne sont pas inquiétés, ne sont pas arrêtés. Est-ce que vous avez pu mettre la main sur des coupables, sur des complices de ceux qui ont commis c'est un peu trop dire qu'ils ne sont pas inquiétés. Je peux vous dire, depuis le mois de juillet,
jusqu'à aujourd'hui, il y a 46 qui ont été déférés. 46 malfaiteurs, 46 soit malheureusement concitoyens ou des pays voisins qui ont été déférés par les services de la police et de la gendarmerie nationale. 46, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des étrangers aussi. Certains ont été neutralisés sur je ne sais pas, au cours de leurs opérations. Là aussi, il faut féliciter les forces de sécurité et de défense. Mais dire qu'ils ne sont pas identifiés. Nous, nos services, après l'étude, se rendent compte que c'est les mêmes personnes qui posent ces actes. Donc, ils sont un peu identifiés. Mais la difficulté que nous avons, c'est que ces individus, pour la plupart, après leur opération, se réfugient dans les pays voisins. C'est vrai, nous avons de très bonnes relations policières avec nos voisins, mais c'est pas aussi facile, comme si on avait cette possibilité d'opérer sur le territoire national. Et ceux qui ont déjà commis ces genres de crimes et qui ont fait la prison à leur sortie, est-ce qu'il existe un mécanisme pour les suivre? Est-ce qu'ils sont fichés et suivis systématiquement comme on le voit dans certains pays? C'est vrai. Quand ils sortent, ils recouvrent leur liberté. A priori, on ne peut pas dire qu'ils vont replonger. Ailleurs, ils ont un système qui permet de suivre quelqu'un qui a été condamné pour une faute grave, de le suivre dans ses déplacements, dans ses activités. Nous ne sommes pas encore arrivés là, mais lorsqu'ils sortent de prison, c'est normal qu'ils recouvrent leur liberté. Et pour nous, a priori, c'est pas malfaiteurs. Mais le constat, c'est que lorsqu'on a la chance de mettre la main sur eux, on constate que c'est les mêmes qui étaient de l'autre côté il y a quelques mois. C'est les mêmes qui posent des actes. Oui, vous avez souligné, vous faites régulièrement des rencontres avec la presse pour faire des bilans. Généralement, on remarque que les politiques communiquent, vont devant la presse quand ils ont de bonnes nouvelles à partager. Mais vous, pourquoi vous venez devant la presse, même quand il s'agit des informations peu glorieuses? Par exemple, pour les accidents que vous avez déplorés, il y a beaucoup de morts sur les routes au Togo, sur les scènes de braquage. Vous faites également des conférences de presse pour publier des chiffres qui ne sont pas reluisants. Pourquoi vous le faites? Je le fais parce que nous ne voulons rien cacher à nos populations. C'est une société dans laquelle nous nous trouvons. Il faut que cette société sache qu'est-ce qui nous entoure, et quels sont nos petits problèmes, quelles sont les solutions que le gouvernement apporte à ces problèmes. Donc nous avons été instruits, ça fait partie de notre lettre de mission. Il faut communiquer à nos concitoyens la situation de chaque département ministériel. Donc, c'est vrai ce que vous dites, on peut ne pas en parler, mais à quoi ça rime? Il vaut mieux que les gens sachent profiter, donner des conseils, profiter, attirer leur attention pour éviter le pire. Et le dernier bilan dont je faisais allusion, vous l'avez fait en juillet, il me semble, le 9 juillet. Depuis là, est-ce que la situation s'est quelque peu calmée? De quels chiffres disposez-vous aujourd'hui? Je peux vous dire que depuis le 5 juillet, le dernier braquage que nous avons vécu, c'est le 5 juillet. Ce directeur de société qui allait chercher de l'argent, il a été suivi jusqu'au niveau de Spertaco, où des individus, dans un premier, ont pris soin de crever le pneu de sa voiture pour l'obliger à s'arrêter, et ils lui ont pris le sac avec de l'argent. Donc le dernier braquage remonte au 5 juillet 2019. Depuis le 5 juillet, c'est vrai, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas eu vol ou je ne sais pas. Mais ce que redoutent nos concitoyens, ce qui fait beaucoup de bruit, c'est ce genre de braquage. Quand quelqu'un sort d'une banque, on le tire dessus, on prend son sac, ou quelqu'un qui se déplace sur une route nationale, il est arrêté par des individus, par un abattis, et on le dépossède. Voilà. Bon, vol de, je sais pas, vol de radio, vol de moto également. Nous allons faire le point peut-être d'ici la fin de l'année. Mais les braquages qui sont retentissants, je crois que il y a une accalmie depuis un certain temps. Oui, un mois d'accalmie, alors qu'on... Un mois d'accalmie, oui, mais nous continuons pas à travailler. Et les dispositions prises qui ont permis d'avoir ce mois d'accalmie, ces dispositions sont renforcées.
Donc, c'est pas parce que depuis le 5 juillet, il n'y a plus de braquage retentissant qu'on est rentré dans les casernes. Il y a toujours les mêmes dispositifs qui sont pris, les mêmes mesures qui sont prises, même renforcées, pour vraiment qu'il n'y ait pas de ce genre de situation. Peut-être que vous allez nous parler de ces mesures tout à l'heure, mais vous parliez, vous décriviez les scènes, les scénarios, les scénarios de braquage. Souvent, il s'agit des grosses sommes prises au niveau des banques et les victimes sont poursuivies par les braqueurs. Alors, comment cela est-il possible? Comment ont-ils l'information que les gens sont au niveau des banques pour avoir de l'argent? Après un certain nombre de braquages, malheureusement, nous avons fait une analyse. Nous avons fait une analyse. Je voulais vous dire que, je crois, le 9 juin, j'ai eu une séance de travail avec les banquiers, les responsables des banques. Il dit c'est déplorable quand un citoyen ou un opérateur économique aille chercher de l'argent et ne pas arriver à destination. J'ai demandé qu'on réfléchisse ensemble pour voir comment venir à bout de cette situation. Une des recommandations que je leur ai demandé, d'essayer d'équiper les établissements des caméras. Pas seulement à l'intérieur, mais également au moins dans un rayon de 50 mètres autour des établissements. Parce que le constat que nous avons fait, quand vous allez dans un établissement financier, dans une banque pour prendre de l'argent, lorsque la somme est importante, on ne vous donne pas ça au guichet. Or, dans le hall de la banque, vous avez tout le monde. Vous avez tout le monde. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre, qui sont là juste pour voir qui est venu pour faire un gros retrait. Le constat que nous avons fait, ces individus restent dans le hall. Lorsqu'ils entendent, par exemple, le gestionnaire demander à l'opérateur de passer de l'autre côté, c'est-à-dire, peut-être ils ont une antichambre, immédiatement, la personne sait que c'est pas pour prendre 500 000 ou 200 000. Les caméras au niveau d'une de nos banques nous ont permis de suivre le même individu par 2 fois, sortir, faire semblant de marcher, téléphoner, et le même jour, il y a eu braquage. Donc, ça veut dire qu'il y a des informateurs au niveau... Voilà. Donc, les braquages, comment ça se passe? Le gars, il est dans le hall. Dès qu'il l'entend, il sort. Il voit, bien sûr, celui qui est venu pour chercher de l'argent, qu'est-ce qu'il porte? L'habit. Il le décrit et il donne l'alerte à ces autres malfaiteurs qui sont pas très loin. Lorsque l'intéressé sort, il prend sa voiture, il est suivi. À un moment donné, ou au feu rouge, c'est là où je dis aussi que nos concitoyens ne nous aident pas. Quand vous êtes au feu rouge et vous voyez quelqu'un venir déposer devant ou surtout les pneus arrière, il faut alerter. Il dépose soit une orange, mais avec une pointe, vous marchez dessus, ça crève le pneu. À un certain moment, à un certain niveau, vous ne pouvez plus avancer. Vous êtes obligé de chercher à serrer. Vous serrez et c'est en ce moment qu'ils viennent vous braquer. Il y a eu un braquage le 2 mai au niveau de Casablanca. C'est presque le même scénario. Le même scénario. Là, ils n'ont pas pu emporter le butin parce qu'il y avait un agent de police dans la voiture qui a su réagir. Et je peux aujourd'hui vous donner l'information que parmi les 4 qui avaient cherché à braquer ce jour-là, il y a le fameux cimetière dont on a voulu habiller les forces de sécurité pour dire que c'est un simple peintre. Il y a ce fameux cimetière-là le jour-là. Waouh. On reparlera de lui, ce fameux cimetière, comme vous le dites. Mais ceux qui font les braquages, qui sont-ils? D'où ils viennent? Est-ce que vous avez leur profil? Il n'y a pas un profil de braquage. Le braquage, c'est un individu qui est dans la circulation, peut-être sont 2 sur une moto, qui peuvent être togolais, qui peuvent aussi être des pays voisins. C'est pas écrit sur le front braqueur pour que si on avait cette chance, je crois qu'ils n'auront pas le temps de braquer. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers parmi eux? Il y a des étrangers. D'ailleurs, certains de nos concitoyens victimes vous disent que ces braqueurs parlent un mauvais français, parlent l'anglais. Bon,
Je ne vais pas indexer les pays, mais nous savons qu'il y a des étrangers, peut-être conjointement avec nos concitoyens, qui font ces bêtises-là. Est-ce qu'il y a, pour terminer peut-être avec les facteurs qui ont favorisé cette situation, y a-t-il des facteurs politiques conjoncturels à cette situation? On sait que le Togo a connu des troubles de 2017 jusqu'à une partie de 2018. Est-ce que ces moments ont favorisé l'émergence de ce phénomène de sécurité? Non, j'ai dit au début la raison essentielle, la cause essentielle de ces braquages que nous vivons ces derniers temps. Je ne veux pas mélanger la politique. C'est vrai, il y a eu des faits politiques, mais qui n'ont rien à voir avec cette situation de sécurité intérieure. Où trouve-t-il les armes? Parce que les armes auraient été perdues entre-temps. Est-ce que vous avez retrouvé sur les scènes, par exemple, des balles, des munitions, des armes de ce genre, ou il s'agit simplement d'armes artisanales? Pas seulement, c'est vrai, vous savez que notre sous-région a connu des moments difficiles dans certains pays. Il y a des pays qui ont connu la guerre. Il y a des pays qui aujourd'hui encore sont malheureusement soumis à certains comportements d'individus qui se proclament je ne sais pas de quoi et qui souvent utilisent les armes de guerre. Or, les frontières, elles sont ce qu'elles sont dans toute l'Afrique. Et ça permet aussi à ces individus mal intentionnés peut-être de chercher à acquérir ces armes, mais pas pour peut-être des raisons politiques, mais juste pour emmerder les concitoyens, ceux qui sortent des banques ou qui sont un peu nantis. Est-il possible d'établir des liens entre ces braquages et des réseaux sulfureux, des réseaux terroristes, par exemple? Ça va être un peu trop dire que ces braqueurs sont les réseaux terroristes. Parce que lorsque nous étudions, ou bien après leur interpellation, vous comprenez qu'ils n'ont pas un motif politique ou religieux. C'est des citoyens qui sont partisans de moindre effort, qui veulent s'habiller, qui veulent aller en boîte, qui veulent manger dans les restaurants les plus chers, mais qui ne veulent pas travailler. Ils trouvent un citoyen qui sort du service, qui rentre à la maison, où on le suit. Juste à l'entrée de sa maison, on braque, on sort. Ça peut être une arme de guerre, ça peut être ici un pistolet de fabrication artisanale. On prend la moto et en moins de 5 minutes, ils sont dans un pays voisin. Et c'est pas aussi, c'est pas intéressant. Et ce phénomène, est-ce qu'il n'est pas alimenté par les réseaux de drogue aussi? Bon, chez nous ici, je ne peux pas faire le parallèle. Mais ailleurs, nous savons que les trafiquants de carburant, les trafiquants de cigarettes, les trafiquants de drogue, lorsqu'ils sont en difficulté, ils composent facilement avec ceux qui peuvent leur faire le boulevard. Lorsqu'ils sont en difficulté par les forces de défense et de sécurité de ces pays, et sachant en composant avec ceux-là qui défendent des causes, je ne veux pas donner de qualification, ils pourront facilement reprendre leur activité. Ils le font. Ces scènes ont duré quelques jours ou peut-être quelques semaines. Certains sont arrivés à accuser les forces de sécurité. Est-ce que vous comprenez ceux qui ont pensé que les forces de sécurité n'ont pas fait le job pour empêcher ces scènes? Est-ce que vous les comprenez? Je dis, le cri de détresse de nos concitoyens, ce cri est légitime. C'est normal que nos concitoyens se plaignent. Normalement, l'État doit tout faire pour protéger nos populations et leurs biens. Mais vous comprenez aussi que vous parlez de sécurité ou insécurité zéro, ça n'existe nulle part. Les forces de défense et de sécurité font pour le mieux. Et depuis que nous avons commencé par vivre cette situation de braquage, il y a de nouvelles mesures qui ont été prises pour ajouter à ce qui existe. Il y a des mesures que nous avons prises
pour renforcer ce qui est existant. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez fait justement? Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, vous allez au grand marché de Lomé, vous ne pouvez plus pénétrer dans le marché avec votre moto, surtout une motocyclette. Parce qu'on a fait un constat. Il y a eu 2 ou 3 braquages au marché. Ces malfaiteurs étaient en moto. Après le braquage, ils tirent en l'air, tout le monde est obligé de céder. Et avec la moto, il faut filer. En moins de 5 minutes, ils sont dans la nature. Maintenant, nous avons interdit l'accès au marché par les motos. Vous arrivez, il y a un certain périmètre, vous devez garer. Ça, je vous profite pour demander à nos concitoyens de comprendre. On ne le fait pas pour les embêter. On le fait pour que vraiment, lorsque vous quittez la maison pour aller au marché, que vous puissiez quitter aussi le marché pour revenir à la maison sain et sauf. C'est suite à ce que nous avons constaté que cette mesure a été prise. Aujourd'hui, vous verrez aussi dans nos carrefours qu'il y a des éléments de police et de gendarmerie qui renforcent. Ça, c'est des mesures visibles. Mais il ne peut pas tout vous détailler ici pour vous dire qu'est-ce qu'on fait peut-être à un niveau stratégique. Je peux quand même vous dire, nous faisons beaucoup d'efforts aujourd'hui sur le renseignement. Et ça permet de résoudre pas mal de situations. Vous avez appelé au cours d'une de vos conférences de presse, vous avez appelé à l'aide au niveau de la population pour coopérer justement afin d'améliorer les renseignements. Est-ce que vous recevez des renseignements utiles de la part des populations? Nous avons toujours demandé à nos concitoyens, la sécurité doit être une affaire de tous. C'est vrai, les forces de sécurité et de défense sont payées pour ça. Mais on a besoin de leur concours, on a besoin de leur assistance. Il y a des gens qui aujourd'hui peut-être vivent même avec ces malfaiteurs, mais ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas parler. Il y a d'autres qui prennent sur eux et disent non, je ne peux pas continuer, pas couvrir, pas vivre avec ce malfaiteur sans le dénoncer. Certains le font, d'autres traînent encore, mais je voulais vraiment demander à nos concitoyens de ne pas hésiter. De ne pas hésiter lorsqu'ils ont l'information sur un malfaiteur, parce que le voleur n'a pas de famille. N'a pas de famille. Il peut épargner peut-être là où la famille réduite, mais il peut faire aussi mal à quelqu'un de la famille lorsqu'il sait que ce membre de la famille a beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il y a un dispositif simple, sécurisé, pour que le citoyen lambda puisse faire des dénonciations? Parce que parfois... Nous avons des numéros verts. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, je peux vous dire que dans chaque famille, vous devez avoir un corps habillé. La manière dont le recrutement se fait, la manière dont le concours de recrutement se fait au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, vous devez avoir un corps habillé dans votre famille. Si vous n'en avez pas, au moins vous connaissez un corps habillé. Lorsque vous êtes témoin d'un fait où vous avez des informations utiles, sans délation, approchez ce corps habillé, lui sait à qui transmettre votre message pour résoudre pas mal de problèmes. Pas mal de problèmes. Donc, c'est vrai, il y a certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains le font, d'autres aussi, peut-être par crainte de représailles. Mais nous avons dit à nos élèves, vous devez tout faire pour protéger vos sources. C'est comme vous d'ailleurs. Lorsque vous avez de bonnes informations, ça sort dans vos journaux. On peut aller au ciel et revenir, vous n'acceptez jamais dire la source. Donc nous avons demandé aussi à nos éléments de protéger leurs sources. C'est très important. Est-ce que vous avez renforcé le contrôle des identités aussi Je crois que ça fait partie de l'une des mesures dans la loi qui a été votée le 7 août sur la sécurité intérieure. Parce que c'est vrai, il y a des moments où nos concitoyens ne comprennent pas pourquoi à un endroit de la ville, les forces de police et de gendarmerie demandent avoir leur carte d'identité. Ça fait partie des mesures prises. Vous êtes un citoyen. Vous devez normalement être identifiable. Parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez être victime d'un accident de circulation. Si vous n'avez pas, si par exemple vous n'avez pas de carte d'identité, il serait très difficile
la famille va commencer par vous chercher sans savoir qu'est-ce qui vous est arrivé. Mais vous avez une carte d'identité, peut-être il y a un numéro de téléphone, on appelle et on informe. Je voulais faire si vous me permettez, une parenthèse. J'ai dit, vous avez la carte d'identité, il y a un numéro de personnes à prévenir. Lorsque vous êtes victime d'un accident, on appelle cette personne, on l'informe. Mais ces derniers temps, il y a encore une nouvelle méthode de banditisme. Les gens, parfois, avec quelqu'un qui est proche de vous, qui appelle pour dire, voilà, et tel membre de la famille est victime d'un accident, il est dans un état critique, on a besoin des poches de sang, on a besoin de le sauver, il faut envoyer par Flouz ou par T-Money de l'argent. Et des transferts d'argent. Le transfert d'argent. Lorsque vous envoyez, après vous vous rendez compte que celui-là qui aurait été victime est bien portant, ou peut-être est dans son lieu de travail. Son lieu de travail. Donc le contrôle d'identité, je demande à nos concitoyens de se soumettre. Et ça doit arranger tout le monde. Mais beaucoup n'ont pas de pièce d'identité, monsieur le ministre. Est-ce que le gouvernement ne doit pas faire il y a des projets qui sont en cours. Oui. Vous savez, on a simplifié. Aujourd'hui, pour avoir une carte d'identité, ce n'est pas de la mer à boire. Il suffit d'une bonne volonté. Vous allez pouvoir le faire. Parce que nous voyons les longues files d'attente au niveau des commissariats. Aujourd'hui, presque dans tous les commissariats de Lomé, vous pouvez vous faire établir une carte d'identité. Dans toutes nos préfectures, nous avons insisté avec la direction de la documentation, installer des machines pour pouvoir établir ou recueillir les données pour l'établissement des cartes d'identité. Lorsque ces données sont recueillies au niveau des commissariats, ces données sont envoyées au niveau à la direction de la documentation et en 2 semaines, vous avez votre carte d'identité. C'est d'ailleurs la même chose pour le passeport. Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager une opération comme celle du recensement électoral où on délivre des cartes d'identité à tous les citoyens parce que ça devient un enjeu. Oui, mais il faut aussi faire un petit effort de vérification parce que si vous voulez délivrer à tout individu qui se présente à vous, vous risquez. Donc il faut, c'est pour ça d'ailleurs au moment des recensements électoraux, on demande au moins, si la personne n'a pas de carte d'identité, qui est certains témoins. Les chefs traditionnels qui témoignent, il est connu, il vit avec nous, et les techniciens de recensement délivrent la carte d'électeur. Voilà une des mesures. Sinon, on peut dire, vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'avez pas de certificat de nationalité. Il n'y a pas question de vous délivrer quoi que ce soit. Mais le gouvernement a accepté que les autorités locales contribuent aussi à faire établir des cartes à nos concitoyens. Alors il y a également eu beaucoup de séances où certains organes, la DOCI par exemple, fait des audiences foraines pour délivrer des certificats de naissance à nos concitoyens. C'est déjà un pas. Il suffit d'avoir ça ou il vous faut maintenant un certificat d'origine pour faire établir le certificat de nationalité avec les 2 pièces essentielles où vous avez la carte d'identité. Alors, pour revenir aux mesures que vous prenez pour maîtriser la situation, est-ce que vous disposez des moyens nécessaires pour ce travail? Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts et continue pas à le faire. J'ai dit tout à l'heure que la sécurité zéro n'existe nulle part. Aujourd'hui, à la police, vous avez presque plus de 5000 hommes. Est-ce que ça suffit? Parce qu'on entend parfois ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais. Vous avez presque le même effectif au niveau de la gendarmerie nationale. Il y a de cela 20 ans, la population togolaise n'était pas 7,7 millions. Avec 3 millions, on pouvait les contenir. Aujourd'hui, vous avez 7 millions. Si on fait le ratio, peut-être vous avez un policier pour 200 habitants, c'est beaucoup. Comme je l'ai dit, le gouvernement a fait des efforts et continue par le faire. Il y a cela 2 ans seulement, l'année dernière, nous avons organisé le concours de recrutement. 1500 policiers ont été recrutés. Ça fait beaucoup. En 2014, il y a eu également un autre recrutement où nous avons pris plus de 1200. Donc ça, c'est un pas. Le matériel suit. Le matériel suit, mais je peux aussi vous dire que les priorités sont énormes pour le gouvernement.
pour les forces de défense et de sécurité, le gouvernement fait pour le mieux et également pour les autres secteurs. Vous parlez donc de moyens, en tout cas, ce n'est jamais parfait, mais certains parlent de caméras de surveillance qui sont des outils de nouvelle génération pour aider les forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'il n'est pas temps pour que votre ville soit équipée? Il est temps qu'on ait aussi un système de vidéosurveillance. Et je peux vous dire qu'il y a un projet. Il y a un projet qui est en cours. Mais les projets du gouvernement, on sait combien de temps ça fait? Non, ça ne fait pas. Ça dépend. Les projets du gouvernement, aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai demandé aux banques d'équiper leurs établissements de caméras. Et grâce aux caméras d'une de nos banques, nous avons pu comprendre comment les braqueurs s'arrangent, comment ils s'organisent pour partir. Et ça a renforcé notre conviction dans la mesure où, souvent, c'est à la sortie qu'il y a braquage. Mais lorsque les gens vont pour des dépôts, il n'y a pas de braquage. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je crois que c'est un projet qui est très avancé. Nous avons eu 2 propositions. Et maintenant, le gouvernement est en train de voir dans quelle mesure financer ce projet-là, pour qu'on ait aussi un système de vidéosurveillance. Okay. Il y a eu beaucoup d'encre, de salive qui ont coulé autour de 2 de ces braqueurs, dont le fameux cimetière dont vous avez parlé, 2 qui ont été abattus par les forces de police. La famille a rétorqué en disant que c'était des innocents qui avaient été abattus. Cette famille n'est pas honnête. Cette famille n'est pas honnête. Je veux bien savoir, c'est normal. Je peux vous dire que c'est légitime. Et même dans le code, à un certain degré, vous pouvez protéger un membre de votre famille qui commet une infraction. La famille a agi comme elle devait faire. Mais aller dire que les forces de police sont allées les prendre dans la maison pour aller les exécuter, je dis non. Ils n'ont pas été arrêtés, appréhendés chez eux. Personne n'est allé les chercher à la maison. Personne n'est allé chercher. La police est allée dans la maison après avoir identifié ces malfaiteurs sur le terrain. La police est renseignée pour aller à leur domicile, procéder à des perquisitions. Parce qu'on se dit, peut-être on peut tomber sur certaines choses volées. Mais dire qu'on est allé les prendre à la maison, non. Nous avons mis du temps pour enquêter. Et nous faisons confiance aussi à nos éléments. Je ne dis pas qu'ils sont des saints. Mais il y a des moments où, s'il faut vraiment reconnaître et féliciter, il faut le faire. Il faut le faire. Oui. Et c'est un des cas qu'il faut vraiment féliciter, c'est les éléments qui ont mené cette opération. Et donc, vous confirmez que ce présumé braqueur, au nom de Cimetière, on ne sait même pas ce qui lui a valu ce prénom. Je peux vous expliquer pourquoi il s'est donné surnom Cimetière. Lorsqu'il veut vous braquer et vous résister, vous devez vous retrouver au cimetière. Voilà comment ce surnom-là lui a été collé. Vous avez la moto, s'il veut prendre, vous dites non, vous résistez, il vous tire dessus. Voilà comment il a eu le surnom cimetière. Oui, comment il a pu porter ce prénom et que ses familles proches disent qu'il soit un innocent. La famille n'a fait que son travail. C'est pas aussi intéressant qu'on dit votre fils est voleur, il est braqueur. Même si lorsqu'il ramène le butin, tout le monde est content. Mais le jour où on le prend, on fait comme si c'est un saint. Celui-là, il a été pas mal associé à plusieurs forfaits. Oui, vous avez dit qu'il a été arrêté plusieurs fois. Mais pourquoi, à chaque fois, il est relâché? Mais il est jugé, condamné. Il purge la peine. On ne va pas le garder éternellement en prison. Alors vous allez encore crier. Elle dit voilà, et les gens ont fini de purger leurs peines, le gouvernement continue pas à les garder dans les prisons. Ça veut dire, monsieur le ministre, que vos peines sont inefficaces. La peine doit être même humaine. La peine doit être humaine. Normalement, la peine, c'est amener l'individu à se corriger. Beaucoup se corrigent. Il y en a qui ne veulent pas faire d'efforts, je peux vous dire. Dès qu'ils ressortent, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il ne veut pas peut-être aller apprendre un métier. Et il dit qu'est-ce qu'il va faire? Comme je vous ai dit tantôt, il veut aller dans les restaurants les plus chers. Il est obligé de rechuter.
Oui, mais est-ce qu'il y a un travail pédagogique qui se fait dans nos prisons, dans les lieux de détention? La prison est censée être un lieu de rééducation. Ouais. Mais je ne peux pas vous cacher. Malheureusement, c'est aussi un lieu où les gens essayent de prendre des galons. Parce qu'ils sont là et lorsque les cellules sont ouvertes, ils se retrouvent dans la cour. Il y a ceux qui ont volé celui qui a volé la poule se retrouve avec celui qui a tenté ou qui a volé une voiture. Et ils s'échangent des idées. Donc celui-là qui avait volé la poule et qui avait peut-être 6 mois à la sortie, il a eu à côtoyer celui qui a volé peut-être une moto ou une voiture. Il apprend beaucoup de choses. Lorsqu'il sort, il dit, c'est parce que j'ai été imprudent, j'ai pas su faire que j'ai été pris. S'il est conséquent, il peut se corriger. Il dit, je ne vais plus poser cet acte-là pour retourner en prison. Mais puis, il va essayer de faire ce que l'autre m'a dit pour voir si je vais m'en sortir. Il peut faire une fois et s'en sortir. On dit, l'appétit vient en mangeant. Il a volé une moto, il n'a pas été pris, mais il va continuer à voler. Mais dans les lieux de détention, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un programme d'apprentissage de nouveaux métiers? Je peux aussi vous dire qu'il y a certains qui sortent de prison avec beaucoup d'argent. Ils apprennent à tisser, ils apprennent à fabriquer, je ne sais pas, des éventails. Ils font des petits métiers à l'intérieur. Il dit que c'est un lieu censé être un lieu de rééducation. Mais tout dépend de l'individu. Si l'individu veut être rééduqué, il sera rééduqué. Il va ressortir de la prison, peut-être ayant appris quelque chose de bien. Comme il va ressortir de la prison avec, malheureusement, ayant appris ce qui est pire par rapport à ce qu'il a mené en prison. Une idée me traverse l'esprit, mais ces récidivistes-là, pourquoi vous ne les prenez pas pour vous leur faites une formation, peut-être, je ne sais pas s'il faut l'appeler militaire, il paraît que ça redresse beaucoup, non? L'armée, ça redresse, mais ça ne peut pas changer l'individu. Ça ne peut pas changer l'individu. Si vous êtes voleur, on peut vous recruter. Peut-être les premiers moments, vous allez bien vous comporter. Mais avec le temps, vous risquez. Vous risquez. Donc, si l'intéressé n'est pas volontaire, on ne va pas aller le prendre pour l'habiller parce qu'il a volé une poule pour se retrouver en prison. Pour revenir à la fête des 2 braqueurs, pourquoi vous vous êtes tué? Vous avez laissé pendant longtemps les rumeurs enfler, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, des communiqués de certaines associations. Les journalistes en sont donnés à cœur joie. Vous avez attendu cette conférence de presse avant d'apporter la réponse, comme si vous aviez voulu laisser le chat miauler. Nous étions convaincus que les forces de sécurité avaient fait un bon travail. Mais nous avons insisté, persisté, essayé de fouiller de fond en comble pour dire ceux-là qui, dès le lendemain, ont commencé par attaquer. C'est de la pure propagande. Il y a une association qui s'est présentée dans la famille, qui s'est mise à interroger les gens. Mais cette association, au moins, il faut interroger les 2 parties pour écouter, avoir les 2 versions et faire votre synthèse. On ne parle pas une seule version et on ne commence pas à publier. Ce qui n'est pas normal. Nous avons pris. Ça a duré, le temps mis, ça a duré 1 semaine, non, pas plus. Nous sommes obligés de dire, ils ont déjà beaucoup parlé, ils ont beaucoup écrit. Il faut leur dire exactement quels sont ces individus, quels sont les antécédents et comment la scène s'est passée. Et c'est ce que nous avons essayé de faire la dernière fois. Et vous avez même annoncé que la riposte peut aller loin et que c'est tout à fait normal. On n'accuse pas une institution de l'État. Que vous allez porter plainte, c'est sérieux? J'ai dit nous allons porter plainte. Pourquoi? Parce que on dit qui ne dit rien consent. Nous avons eu tous les éléments sur ces 2 individus. J'ai dit malheureusement, parce que c'est des concitoyens. Ils ne méritent pas ce qui leur est arrivé si c'était bien comporté. Mais aujourd'hui, si on ne réagit pas, vous savez que tous les ans, il y a le ministère des Droits de l'Homme qui va à Genève. Et pendant la séance se passait, la délégation était encore à Genève. Demain, vous allez écrire, les gens vont se permettre d'écrire des rapports, je ne dirais pas, excusez-moi le mot, fallacieux, mensongers pour envoyer. Donc il faut qu'on réagisse, que l'affaire soit traitée par la justice.
pour situer les responsabilités. C'est pour ça qu'il y a insisté, il dit, nous allons porter plainte contre cette association ou cette association. Et la famille. Oui, mais est-ce qu'il n'était pas simple, au moment où l'association avait fait la déclaration, de l'inviter chez vous pour confronter les faits? J'ai dit, après l'opération, il y a un reportage qui a été fait. Ouais. On a décrit à vos confrères comment la scène s'est passée. Je crois que c'est quand même élucidant. Ça a permis à beaucoup de comprendre. Mais dès que l'association a sorti ces déclarations sur les réseaux sociaux, tout sur certains de vos confrères que je connais, parfois j'apprécie, mais qui sont allés trop loin, avec des titres pompeux, ça ne fait pas l'honneur à notre pays. Je dis, le journaliste doit aussi faire un effort de vérification. Avant de publier, avant de titrer, essayer d'avoir les deux versions et faire la part des choses. Monsieur le ministre, nous tirons vers la fin de cette émission. Quelles sont vos prévisions pour les mois à venir concernant votre pays? Est-ce que l'alerte, elle est rouge, elle est orange ou elle est jaune? Je ne sais pas quelle couleur vous donnez. Je vous dis que nous avons entendu le cri de détresse de nos concitoyens. Nous travaillons tous les jours pour améliorer le système, le dispositif de sécurité, pour que nos concitoyens puissent dormir tranquillement, puissent vaquer librement à leurs occupations. Donc, je voulais dire, il y a des mesures contraignantes que nous prenons. Il faut que nos concitoyens nous comprennent. On ne va pas prendre des mesures pour embêter qui que ce soit. On prend des mesures pour qu'on vive mieux. Pour qu'on vive mieux. Lorsque vous quittez votre domicile, que vous puissiez aller à votre lieu de travail. Dans la même, si vous me permettez, dans le même ordre d'idée, nous avons la dernière fois donné des chiffres de la sécurité routière. Ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. La loi sur le code existe depuis 2013. Et le permis de conduire, c'est un document essentiel pour même les motos de plus de 50 cm3. Mais les gens ne sont pas, motivés. C'est vrai, il y a des associations, il y a la dossier qui les encourage. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 qui ont le permis de conduire moto. Mais la plupart, il suffit de mettre la clé, tourner, on démarre et c'est parti. Parfois, vous êtes témoin d'un comportement vraiment qui blesse sur les chaussées. On vous double par la droite, le feu rouge est allumé, il continue, et parfois c'est avec des jurons. Vous qui attendez, trouve que vous n'êtes pas pressé, vous n'avez rien à faire, et lui s'en va. Mais est-ce que le permis de conduire peut régler ce problème? Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Le problème, vouloir, c'est pouvoir. Si vous voulez bien vous comporter sur les routes, vous devez le faire. Le problème n'est nulle part. Le problème, c'est l'homme lui-même. Le problème, c'est l'homme. Et lorsque nous faisons le bilan des accidents, c'est vrai, il y a plusieurs causes. Mais l'homme est toujours l'élément essentiel, l'élément central. Donc, il faut que nos concitoyens se corrigent. Ailleurs, le problème est en nous-mêmes. Nous devons nous corriger pour au moins avoir une vie sécurisée, une vie saine. Et pour rester dans cette parenthèse-là, vous avez donné, il reste, il me semble, un mois environ encore, vous avez donné un ultimatum jusqu'au 20 septembre pour le début de la répression concernant les permis de conduire. Non, je n'ai pas dit le début de la répression, j'ai dit... la fin de la récréation quand même, non? Oui, la dernière fois, j'ai dit, il faut que les uns et les autres comprennent qu'à partir du 20 septembre, on va exiger le permis de conduire. Oui. À partir du 20 septembre. Aujourd'hui, il y a les contrôles. Mais peut-être c'est d'autres pièces. J'ai demandé aux éléments de commencer par sensibiliser. À partir du 20 septembre, nous allons accentuer la sensibilisation. Ça va être contrôle, sensibilisation. Mais à partir du 1er décembre, c'est contrôle, sanction. Vous avez le permis, vous continuez. Vous n'avez pas le permis, on vous met la moto ou votre engin quelque part.
Quand on sait que peut-être 90% n'ont pas ce permis, est-ce que ce délai-là va permettre à tout le monde de se mettre en règle? Jusqu'au 1er décembre, si on a la volonté, on peut faire le permis de conduire. On peut passer l'examen du permis de conduire. Oui, la volonté et les moyens aussi. Parce que aujourd'hui, la quittance est à 5 500 francs. Avant, c'était 12 000. Aujourd'hui, c'est 5 500, on demande aux gens de joindre, d'acheter une quittance. Je crois que en une semaine, si on économise une ou deux bouteilles de bière, on peut facilement s'acheter sa quittance. Monsieur le ministre, nous arrivons donc à la fin de notre émission, mais ce que je retiens, c'est que vous rassurez les Togolais qu'ils peuvent dormir désormais sur leurs deux oreilles et que l'alerte n'est ni jaune ni orange. Elle n'est ni jaune ni orange, encore moins rouge. Je dis le gouvernement continue pas à travailler pour vraiment sécuriser, pour tranquilliser nos concitoyens. Mais comme je l'ai dit aussi, la sécurité est l'affaire de tous. Les forces de défense font pour le mieux, mais nous attendons aussi l'apport de nos concitoyens. Certains le font, ceux-là qui hésitent encore, je leur demande de ne rien craindre. Il faut aussi contribuer. Ça doit être une coproduction pour tout le monde. Merci. Monsieur le ministre, Yak Damhan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo. Merci infiniment d'être passé encore. Chaque fois qu'on vous fait appel, vous êtes là. C'est assez rare pour être souligné. Nous sommes payés pour ça. Nous sommes payés pour dire à nos concitoyens ce qui se passe. Oui. Ce que le gouvernement fait de bien pour eux et également demander ce qu'ils peuvent aussi contribuer pour améliorer, pour que le gouvernement puisse faire davantage. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de Niveau de Forum.